À l'aube du 9 février 1944, le soldat Edwin Macaulay était accroupi dans une dépression boueuse, sous un figuier étrangleur sur la ligne de crête nord de Bougainville, observant 43 soldats japonais se déplacer à travers l'herbe kunai à 320 mètres en contrebas de la pente volcanique. Il lui restait 6 fléchettes de bambou dans sa sacoche de munitions usées, chacune sculptée de ses propres mains, chacune enduite du poison concentré de 7 cônes marins récoltés dans la mer de Bismarck. Le nid de mitrailleuse américain le plus proche se trouvait à 800 mètres derrière lui, de l'autre côté d'un ravin que sa cheville blessée ne lui permettrait jamais de traverser, et le poste d'observation avancé avait été envahi 13 heures plus tôt. Dans les 4 prochaines minutes, il tuerait 9 soldats ennemis sans tirer une seule balle, utilisant un système d'armes que son propre sergent de peloton avait jeté dans une fosse de latrine 3 semaines auparavant, déclenchant une cascade de confusion qui convaincrait une compagnie japonaise entière qu'elle était attaquée par une force de la puissance d'un bataillon. Ceci est l'histoire de comment un garçon de ferme, à moitié philippin de Mindanao, est devenu un fantôme dans la jungle, prouvant que les innovations les plus mortelles en temps de guerre ne viennent pas d'ingénieurs dans des laboratoires, mais d'hommes désespérés qui se souviennent de ce que leurs grands-pères leur ont appris sur la survie. Le son atteignit Edwin en premier. Pas le son de bottes ou d'équipements ou de commandements chuchotés, mais quelque chose d'entièrement différent. Quelque chose que personne d'autre dans le 164e régiment d'infanterie n'avait appris à entendre. C'était l'absence de son qui les trahissait. Une poche de silence se déplaçant à travers la jungle, comme un trou dans la réalité où le chœur habituel d'insectes et d'oiseaux s'arrêtait simplement, puis recommençait dans le mauvais ordre. Les techniques d'infiltration japonaises étaient déjà légendaires, presque parfaites, fantomatiques dans leur exécution. Mais ils avaient appris leur art de la jungle en Malaisie, en Birmanie, dans les plantations d'EVA des Indes orientales néerlandaises. Ils n'avaient jamais appris les jungles volcaniques des îles Salomon, où les Kalaos Nishinojba et où les cigales ne se taisaient que pour les serpents, pas pour les hommes. Edwin pressa son corps plus profondément dans la boue, ses doigts trouvant le tube de bambou lisse à ses côtés. La sarbacane mesurait 3 pieds de long, creuse, scellée, avec de la sève d'arbre aux 2 extrémités avec un canal percé à travers le centre. Son grand-père l'avait appelé un sumpit en tagalog, bien que le vieil homme ait appris l'artisanat auprès de commerçants Dayak qui avaient navigué depuis Bornéo avant la Première Guerre. La plupart des géants américains n'en avaient jamais vu. Les quelques-uns qui en avaient vu pensaient bien que c'était une blague. Un jouet, quelque chose pour chasser les oiseaux, peut-être pas pour tuer l'infanterie japonaise, au milieu de la plus grande offensive que les îles Salomon aient jamais connue. L'officier du renseignement du bataillon avait écrit quand Edwin la lui avait montré pour la première fois à Brisbane. Le capitaine Morrison lui avait en fait tapoté la tête comme un enfant avec un lance-pierre. « C'est vraiment mignon, soldat », avait-il dit, son accent de Boston épais de condescendance. « Mais nous combattons une armée impériale, pas des lapins dans ton village. Il y a 3 jours, le capitaine Morrison avait pris un obus de mortier de genou dans son trou de renard. Ils avaient dit renvoyer ce qui restait de lui en Australie dans un poncho. Mais ici, en ce moment, dans cette poche d'enfer où la jungle poussait si épaisse que le soleil ne se levait jamais correctement, Edwin savait quelque chose que chaque tacticien militaire de West Point à Tokyo avait en quelque sorte oublié. Les armes anciennes devenaient anciennes parce qu'elles fonctionnaient. Elles avaient survécu 10 000 ans de guerre humaine, parce qu'elles résolvaient des problèmes que la technologie moderne surmontait souvent par un simple volume de tir. Mais quand vous n'aviez pas de munitions, pas de soutien, pas de radio et pas d'espoir, quand vous étiez seul contre un ennemi qui possédait la nuit, l'ancien devenait moderne très vite. Si vous êtes déjà accroché par cette histoire, assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement et de sonner la cloche de notification, parce que ce qui se passe ensuite est le genre d'innovation sur le champ de bataille qu'on n'enseigne dans aucune académie militaire. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi, avez-vous déjà entendu parler de quelqu'un utilisant une sarbacane pendant la Seconde Guerre mondiale ? Parce que je vous garantis qu'après cette histoire, vous ne regarderez plus jamais les armes improvisées de la même façon. Edwin Macaulay n'était pas censé être dans l'armée américaine. Bon sang, techniquement, il n'était même pas censé être en Amérique. Il était né dans un village de pêcheurs sur la côte est de Mindanao en 1923.
le fils d'une mère philippine et d'un père dont le visage blanc américain était apparu 2 fois avant de disparaître dans l'histoire. Sa mère était morte de la dengue quand il avait 7 ans. Son grand-père, un homme au visage tanné nommé Matteo, qui prétendait avoir 96 ans mais était probablement plus proche de 70, l'avait élevé avec des histoires et des compétences d'un monde qui disparaissait déjà. Le vieil homme avait combattu les Espagnols enfants, combattu les Américains, pendant la guerre américano-philippine, puis s'était en quelque sorte retrouvé à travailler comme guide pour des missionnaires américains dans les années 1920. Il avait vu plus de types de guerre que la plupart des généraux, et il avait survécu à tout cela en connaissant 3 choses mieux que n'importe quel soldat dans n'importe quelle armée. Comment lire la jungle, comment s'y déplacer sans la déranger, et comment tuer silencieusement depuis une distance qui faisait se sentir les hommes modernes en sécurité. Le Sumpit avait été l'arme de chasse principale de Matteo. Non pas parce qu'il ne pouvait pas se permettre un fusil, bien qu'il ne le pouvait pas, mais parce qu'un fusil annonçait votre position à tout ce qui se trouvait dans un rayon de 8 km. Une sarbacane tuait silencieusement. Le poison faisait le reste. Dans les jungles denses de Mindanao, Matteo pouvait prendre 3 cochons sauvages lors d'une chasse matinale, et le reste du troupeau ne saurait jamais qu'il était là. Il enseigna l'artisanat à Edwin, commençant quand le garçon avait 9 ans. À 12 ans, Edwin pouvait toucher une noix de coco à 40 pas. À 15 ans, il pouvait mettre une fléchette à travers l'œil d'un martin pêcheur en vol. Mais la compétence ne signifiait rien sans le respect. Et le respect était quelque chose qu'Edwin n'obtenait jamais. Trop petit, trop mince, trop foncé, trop silencieux dans le village. Les autres garçons l'appelaient un Anak Eng Angin, enfant du vent, parce que son père était arrivé et reparti comme une mousson. Dans la capitale provinciale de Davao, où il était allé chercher du travail à 16 ans, les métis espagnols qui dirigeaient les entreprises le regardaient comme s'il était quelque chose collé sous leurs chaussures. Quand la guerre éclata et que les Japonais envahirent en 1942, Edwin avait essayé de rejoindre la résistance philippine locale. Et celui lui avait donné une machette et l'avait envoyé creuser des latrines. Il était arrivé en Australie par bateau de pêche, un voyage cauchemardesque de 23 jours qui tua la moitié des réfugiés à bord. À Brisbane, désespéré d'avoir des recrues pour nourrir le hachoir à viande du Pacifique, l'officier de recrutement de l'armée américaine avait été légèrement ivre et considérablement en retard sur son quota. Edwin avait hoché la tête. Il n'avait jamais touché un un garant de sa vie. Félicitations, fiston. Vous êtes maintenant le soldat Edwin Macaulay, numéro de série US 32987-456. Bienvenue dans l'infanterie de l'oncle Sam. Le 164e régiment d'infanterie s'entraînait dans les montagnes à l'extérieur de Brisbane, où la chaleur de l'été australien faisait sentir à chaque homme qu'il était lentement cuit à l'intérieur de sa propre peau. Edwin échoua à tous les tests physiques de la première semaine. Trop faible pour le parcours d'obstacles, trop lent dans les courses chronométrées. Son tir au fusil était abysmal. Il fermait continuellement le mauvais œil et tressaillait au recul. Pendant l'entraînement à la baïonnette, un fermier de l'Iowa, nommé Jensen, l'avait mis à plat sur le dos 3 fois en 90 secondes. Bon sang, Macaulay! Le sergent Hayes avait hurlé, son visage rouge planant au-dessus d'Edwin comme une lune en colère. « Ma grand-mère pourrait se battre mieux que toi, et elle est morte depuis 8 ans. » Edwin avait voulu dire « Je peux lire les traces d'animaux dans l'obscurité totale. Je peux identifier 70 chants d'oiseaux différents et ce qu'ils signifient. Je peux faire du poison à partir de cônes marins qui fera tomber un buffle d'eau en 30 secondes. Je peux mettre un projectile à travers une cible de la taille d'$1 d'argent depuis 60 pieds sans faire de bruit. » Mais son anglais n'était pas assez bon pour cette conversation. Et même s'il l'avait été, Hayes ne s'en serait pas soucié. La machine militaire américaine moderne n'avait pas de place pour l'artisanat ancestral de la jungle. Elle voulait des hommes qui pouvaient tirer 8 coups par minute avec un M1, fixer les baïonnettes sur commande et mourir en rangée nette et organisée quand la situation l'exigeait. Alors Edwin garda sa bouche fermée et prit ses coups. Il s'entraîna avec le garant jusqu'à ce que son épaule soit une énorme ecchymose. Il courut le parcours d'obstacles jusqu'à ce que ses poumons se sentent comme s'ils étaient remplis de verre brisé. Il apprit à marcher au pas, à saluer, à répondre aux ordres, aboyer en anglais
si vite qu'il pouvait à peine analyser les mots. Et la nuit, quand les autres hommes dormaient, il se glissait dans la brousse au-delà du périmètre du camp et s'entraînait avec le sumpit qu'il avait reconstruit à partir de bambous volés dans le matériel d'emballage d'un quartier-maître. Les codes marins avaient été plus difficiles à acquérir. On ne pouvait pas exactement entrer dans une pharmacie australienne et demander du conotoxine. Mais Brisbane avait un musée, et le musée avait une section de biologie marine. Et la section de biologie marine avait un chercheur junior nommé Michael, qui était très seul et très heureux de discuter avec quiconque montrait de l'intérêt pour son travail. Il fallut 3 semaines de conversation en anglais approximatif sur les écosystèmes de récifs à Edwin avant qu'il ne mentionne négligemment la tradition du sumpit et ne demande si des espèces australiennes pouvaient avoir des propriétés similaires aux variétés indo-pacifiques. Michael s'était beaucoup enthousiasmé. « Oh mon pote, nous avons le cône textile ici. Conus textile. Probablement l'escargot le plus venimeux au monde. Une goutte de venin pur contient assez de conotoxine pour tuer 10 hommes. Les indigènes en Papouasie l'utilisaient pour la pêche. Paralyse tout, mais vous ne pouvez pas juste, je veux dire. C'est contrôlé, vous savez. » Je ne pourrais pas, Edwin avait écouté attentivement. 2 nuits plus tard, 3 cônes textiles vivants disparurent de la collection de recherche du musée. Michael ne signala jamais le vol. Edwin soupçonnait que l'homme savait exactement qui les avait pris, mais la solitude faisait que les gens négligèrent les choses. Traiter le venin était un art que Matteo lui avait enseigné en utilisant le feu, l'évaporation et une patience énorme. Les fléchettes de bambou, chacune de 8 pouces de long, empennées avec du papier au lieu de plumes, lestées d'une goutte de sève d'arbre, à la pointe, nécessitaient encore plus de soin. Trop lourdes, et elles tombaient, après 20 pieds. Trop légères, et elles culbutèrent en vol. Edwin testa des dizaines de prototypes dans la brousse, ajustant chacun par de minuscules incréments jusqu'à ce qu'il puisse toucher de manière fiable une cible à 75 pieds. L'induction de poison était l'étape finale. Chaque fléchette trempée et séchée 3 fois pour accumuler une concentration létale. Il gardait le sumpit caché dans son casier de pied enveloppé dans une vieille chemise sous 3 exemplaires du magazine Life et une lettre d'un cousin à Manille qu'il n'avait jamais vraiment rencontré. Quand ses camarades de couchette le voyaient travailler sur le bambou, taillant et façonnant à la lumière de la lampe, ils supposaient qu'il fabriquait une sorte de flûte primitive. Jensen avait demandé un soir, pas méchamment. Le fermier s'était un peu adouci envers Edwin après l'avoir vu prendre ses coups sans se plaindre. « Musique », avait dit Edwin simplement. Ce n'était pas entièrement un mensonge. La mort avait sa propre musique. Si vous saviez comment écouter. Le 164e d'infanterie embarqua pour les îles Salomon en décembre 1943, dans le cadre de la poussée alliée massive pour isoler le bastion japonais de Rabaul. Bougainville était une affectation cauchemardesque, une île de volcans actifs, de jungles impénétrables et de certains des défenseurs japonais les plus fanatiques du Pacifique. Les combats avaient commencé en novembre, et au moment où le régiment d'Edwin arriva pour renforcer le périmètre nord, le taux de perte atteignait 40%. Rien dans l'entraînement ne les avait préparés à la réalité. La jungle n'était pas seulement dense, elle était activement hostile. Des vignes à temps un peu couvertes d'épines qui déchiraient les uniformes et la peau. Des sangsues de la taille de doigts qui tombaient des arbres. Des 1000 pattes dont la morsure causait la nécrose. Des moustiques qui portaient la malaria, la dengue et une douzaine d'autres maladies tropicales. Et partout l'odeur de pourriture, végétation en décomposition, cadavres en décomposition, espoir en décomposition. Les Japonais possédèrent la nuit. Cela devint clair en 72 heures. Les forces américaines se retranchaient au crépuscule, installaient des défenses de périmètre, postaient des sentinelles, puis attendèrent dans la terreur alors que l'obscurité se remplissait de sons. Parfois, c'étaient des tentatives d'infiltration évidentes, des sifflets, des railleries en anglais approximatif, le cliquetis de l'équipement. Parfois, c'était juste une présence. Les hommes jureraient avoir vu du mouvement. Les sentinelles ouvriraient le feu sur des ombres. Des grenades s'arc-bouteraient dans des trous de renards depuis des positions qui n'existaient pas 10 secondes plus tôt. À l'aube, le périmètre aurait contracté de 100 mètres, jonché de morts américains qui avaient été tués dans leur sommeil ou traînés, hurlant dans la jungle. « Ils sont comme des fantômes », chuchota Jensen une nuit, ses mains tremblant alors qu'il essayait d'allumer une cigarette
dans leur trou de renard partagé. Edwin ne répondit pas, mais il réfléchissait. Les Japonais n'étaient pas des fantômes. Ils étaient juste meilleurs dans la jungle que les Américains. Ils comprenaient que l'obscurité n'était pas l'absence de lumière. C'était un type différent de visibilité. Ils savaient comment utiliser le son, comment se déplacer entre les fils acoustiques américains, comment devenir partie de la jungle au lieu de s'y déplacer. C'était impressionnant, professionnel, mortel, mais il n'était pas parfait. Edwin avait remarqué quelque chose la semaine dernière, un motif que personne d'autre ne semblait voir. Les infiltrateurs japonais se déplaçaient trop bien. Ils étaient si disciplinés, si contrôlés qu'ils créaient des zones mortes dans le bruit ambiant de la jungle. Quand une patrouille américaine de 40 hommes se déplaçait dans la brousse, elle sonnait comme une patrouille de 40 hommes, parlant, toussant, équipement qui cliquait, cassant des branches. Quand une équipe d'infiltration japonaise de 10 hommes se déplaçait sur le même terrain, elle sonnait comme rien. Silence complet. Et ce silence se déplaçait. Il avait une forme. Si vous saviez à quoi la jungle était censée ressembler la nuit, quel était le motif correct des appels de grenouilles et des bruits d'insectes et des feuilles qui se posent. Vous pouviez entendre le trou où les Japonais passaient. Edwin essaya d'expliquer cela au lieutenant Barlow, le chef de peloton qui avait remplacé le capitaine Morrison. Barlow avait 23 ans, fraîchement sorti de la formation d'officier, et absolument terrifié de paraître faible devant ses hommes. « Soldat Macaulay », dit Barlow, sa voix dégoulinant du genre de condescendance que les officiers réservent aux hommes de troupes qu'ils considèrent comme stupides. « J'apprécie votre enthousiasme, mais nous avons des observateurs formés, nous avons un équipement de détection sonore, nous avons... » Il bougeant mal, interrompit Edwin, son anglais se fracturant sous le stress d'essayer d'expliquer quelque chose de complexe. « La jungle, elle parle. » Ils la rendent silencieuse, trop silencieuse comme un trou dans le son. Je peux entendre ? Ça suffit, soldats. Nous nous appuierons sur la doctrine militaire établie, pas sur la magie vaudou de la jungle. Edwin avait salué et était parti, sachant que la doctrine militaire établie faisait actuellement tuer des Américains au rythme de 12 à 15 par nuit. Mais on ne pouvait pas argumenter avec les officiers. Il fallait juste attendre qu'ils meurent et espérer que leur remplaçant soit plus intelligent. C'était le sergent Ace qui trouva le Sumpit. Edwin l'avait utilisé lors de patrouilles en solitaire, des excursions non officielles et non autorisées dans le No Man's Land, pendant les heures mortes entre minuit et l'aube. Il avait tué 7 soldats japonais en 2 semaines. Chacun d'eux avait été retrouvé à la première lumière, assis droit dans sa position de combat, les yeux encore ouverts. Une fléchette de bambou dépassait de leur cou ou de leur tempe. Pas de son, pas d'alerte, donc juste des hommes morts en place, comme s'ils s'étaient endormis et avaient oublié de se réveiller. Les Japonais avaient commencé à devenir nerveux. Edwin pouvait l'entendre dans leurs mouvements nocturnes. Hésitation, formation plus serrée, signaux de sifflet plus fréquents pour vérifier les uns les autres. Ils savaient que quelque chose les chassait, mais ils ne comprenaient pas quoi. Un sniper américain aurait été prévisible avec un flash de bouche et un rapport. C'était autre chose. Quelque chose qui tuait depuis l'obscurité sans s'annoncer. Mais Ace avait fait une inspection surprise des casiers à la recherche d'alcool de contrebande ou de souvenirs japonais pris contre les ordres. Il avait trouvé le kit d'Edwin, la sarbacane, les fléchettes, le petit flacon de venin concentré, les fournitures de nettoyage, et il avait brandi la sarbacane comme si c'était un serpent mort. Tout le peloton s'était rassemblé pour regarder. Edwin s'était tenu au garde-à-vous, ne disant rien, pendant que Hayes examinait l'arme avec une incrédulité croissante. « Vous êtes sérieux ? Vous transportez sérieusement une putain de sarbacane ? Vous êtes quoi, Peter Pan ?» Les rires avaient été immédiats et impitoyables. Jensen était plié en deux. Même le caporal Williams, qui restait généralement neutre, souriait. Quelqu'un avait commencé à fredonner ce qu'Edwin apprit plus tard être une chanson de quelque chose appelée Peter Pan, bien qu'il n'en ait jamais entendu parler. « C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais vue », avait continué Ace, sa voix montant au volume du terrain de parade. Et j'ai une fois regardé un soldat essayer de sécher ses chaussettes en les attachant à un obus de mortier, au moins, c'était de la stupidité créative. Ceci est juste. Qu'est-ce que c'est même l'équipement de chasse de votre grand-mère ? Une arme de l'âge de pierre. Flash info. Macaulay. Les Japonais ont des fusils. Ils ont des grenades. Ils ont de l'artillerie. Hayes avait jeté la sarbacane par terre et avait marché dessus.
Le bambou s'était fissuré mais ne s'était pas cassé. Edwin avait bien choisi les pièces, mais le sergent avait fait passer son message. Il avait donné un coup de pied dans tout le kit dans une fosse de latrine et avait ordonné à Edwin de se présenter pour une corvée de punition. Quart de 12 heures à remplir des sacs de sable dans la zone arrière, loin des lignes de front où son âge de pierre ne pouvait faire tuer personne. C'était il y a 3 semaines. Edwin avait récupéré la sarbacane la nuit même, l'avait nettoyée, avait réparé la fissure mineure avec de la sève fraîche et l'avait cachée plus soigneusement. Il avait continué ses patrouilles non autorisées. Le nombre de victimes était passé à 14 victimes confirmées, bien que personne ne les reliait aux discrets soldats philippins qui se voyaient attribuer les pires cartes de service et ne se plaignaient jamais. Mais la moquerie avait fait plus mal que n'importe quelle blessure d'entraînement. Non pas parce qu'il se souciait de ce que Hayes pensait, mais parce qu'il pouvait voir de bons hommes mourir chaque nuit d'attaques d'infiltration japonaises, et il avait une solution, et personne ne voulait écouter. La fierté était un luxe, la survie ne l'était pas. Pourtant, la culture militaire américaine exigeait la conformité plutôt que l'efficacité, la doctrine plutôt que l'innovation. C'était exaspérant. Le 6 février 1944, les Japonais lancèrent leur plus grande contre-offensive à ce jour. Le renseignement l'avait complètement manqué. Manquait le fait que le général Yakutak avait rassemblé plus de 15 000 hommes pour une attaque coordonnée conçue pour chasser complètement les Américains de Bougainville. L'assaut frappa le périmètre américain à l'aube sur un front de 12 miles, avec la poussée principale ciblant la ligne de crête nord où le régiment d'Edwin était retranché. La première vague vint avec l'artillerie. Pas le tir de harcèlement habituel, mais un véritable barrage qui sonnait comme si l'île entière était déchirée. Edwin avait été dans un abri qui s'était effondré à moitié, coinçant sa jambe gauche sous une poutre en rondin. Au moment où Jensen et 2 autres l'avaient libéré, l'infanterie japonaise envahissait déjà les positions avancées. Il avait été évacué vers l'arrière, sa cheville gravement entorse mais pas cassée, pendant que les combats faisaient rage. Pendant 3 jours, la bataille bascula d'avant en arrière. Les Américains perdaient du terrain pendant la nuit, contre-attaquaient, à l'aube, reprenaient certaines positions, puis les perdaient à nouveau lorsque le soleil se couchait. Les pertes se montaient à des centaines. L'hôpital de campagne où Edwin était stationné se remplissait, puis débordait. Des hommes mouraient en attendant un traitement, d'autres mouraient pendant le traitement. Ceux qui survivaient aux médecins mouraient souvent d'infection 2 jours plus tard. Le 4e jour, les Japonais faillirent percer. Une compagnie entière, environ 200 hommes, s'était infiltrée derrière les lignes américaines pendant la nuit en utilisant un réseau de ravins que les cartes disaient inexistant. Au moment où quelqu'un réalisa ce qui s'était passé, les forces japonaises tenaient la crête qui surplombait toute la position américaine. S'ils amenaient des observateurs d'artillerie et des mortiers, ils pouvaient appeler le feu sur l'hôpital de campagne, les dépôts de munitions, le poste de commandement, tout. Le lieutenant Barlow avait pris les restes du peloton, 18 hommes sur les 46 d'origine, et avait essayé de reprendre la crête. Ils avaient été taillés en pièces en moins de 30 minutes. Barlow était mort en appelant sa mère. Hayes avait pris la moitié de son visage d'une grenade. Jensen était revenu avec une blessure thoracique aspirante qui le tuerait 6 heures plus tard dans les bras d'Edwin, se noyant dans son propre sang, demandant à Edwin de dire à sa mère qu'il avait été brave à la fin. Edwin avait menti et avait dit oui. Il avait été très brave, bien que Jensen ait en fait passé ses derniers moments conscients à sangloter de terreur comme un enfant. Mais certains mensonges étaient des miséricordes. Dans la soirée du 8 février, la situation était critique. La compagnie japonaise sur la crête avait été renforcée à près de 300 hommes. Ils contrôlaient le terrain élevé. Les commandants américains préparaient discrètement l'évacuation de tout le secteur nord. Les blessés qui ne pouvaient pas marcher recevaient des pistolets avec un seul chargeur, avec la compréhension tacite qu'ils pourraient avoir besoin de choisir entre la capture et le suicide. Les Japonais ne prenaient pas beaucoup de prisonniers, et ceux qu'ils prenaient finissaient souvent décapités ou utilisés pour la pratique à la baïonnette. La cheville d'Edwin s'était améliorée au point où il pouvait marcher avec une canne de fortune. Sa classification médicale était blessé ambulatoire, pas assez en bonne santé pour se battre, mais assez en bonne santé pour trébucher jusqu'à la plage d'évacuation si la retraite était ordonnée. Il passa cette nuit assis à l'extérieur de l'hôpital de campagne à regarder la crête à travers des jumelles
qu'il avait emprunté à un officier mort. Les Japonais se retranchaient, améliorant leur position. Ils avaient des nids de mitrailleuses maintenant, des fosses de mortiers, des positions de combat avec des champs de tir qui se chevauchaient. Prendre cette crête par assaut direct nécessiterait au moins 500 hommes et un soutien aérien dont aucun n'était disponible. Mais Edwin regardait autre chose. Il regardait comment ils bougeaient, comment ils positionnaient leurs sentinelles, comment ils alternaient leur quart de garde, et plus important encore, il écoutait. Les sons de la jungle sur cette crête étaient de faux, trop contrôlés. La discipline japonaise créait cette même zone acoustique morte qu'il avait remarquée auparavant, mais à une échelle beaucoup plus grande. Un silence mouvant qui marquait où allaient leurs patrouilles, où se trouvait leur poste d'observation, où se trouvait leur élément de commandement. Une idée commença à se former. C'était insensé. C'était probablement suicidaire, mais c'était aussi la seule idée que quiconque avait. Edwin trouva le commandant de bataillon, le colonel Pierce, dans un abri, passant en revue les plans d'évacuation avec son état-major. Pierce avait 56 ans, un vétéran de la Première Guerre mondiale, qui avait été rappelé de la retraite parce qu'ils avaient besoin d'expérience, n'importe quelle expérience, pour diriger des unités pleines de gamins qui n'avaient jamais vu le combat il y a 6 mois. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans au cours des 3 derniers jours. « Colonel Pierce, monsieur », dit Edwin, saluant malgré le fait qu'il ne portait pas d'uniforme approprié. Ses utilitaires étaient déchirés et tachés de sang, et il s'appuyait sur sa canne improvisée. Pierce leva les yeux rougis par le manque de sommeil. « Fils, à moins que vous n'ayez un bataillon de Marines caché dans votre poche, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à discuter. Nous nous retirons à 0400 demain. » Le silence dans l'abri était absolu. Les officiers d'état-major de Pierce fixaient Edwin, comme s'il venait de commencer à parler en langue. Un capitaine dont Edwin ne connaissait pas le nom rit même. Bien que cela soit mort, rapidement, lorsque Pierce leva la main. « Expliquez, dit Pierce calmement. Edwin prit une respiration. Son anglais devait être parfait pour cela. « Les Japonais, monsieur, ils se déplacent très bien dans la jungle. Trop bien. Ils sont si silencieux. Ils rendent la jungle autour d'eux fausse. Je peux entendre où ils sont parce que je peux entendre où les sons de la jungle s'arrêtent. Je connais leur schéma maintenant. Je sais où vont leurs patrouilles, où ils postent des gardes. Quand ils changent de quart, ils le font de la même manière à chaque fois parce que ça marche, demanda Pierce en se penchant en avant. Edwin sortit la sarbacane de son sac. Plusieurs officiers reculèrent comme s'il avait sorti un serpent. Je pars seul ce soir. J'utilise ceci. Pas de son. Je tue les sentinelles et les mitrailleurs en premier, les officiers ensuite. Je me déplace entre leurs positions pendant qu'ils dorment. Au matin, ils seront confus, effrayés. Ils penseront qu'ils sont encerclés. Peut-être qu'ils battent en retraite. Peut-être qu'ils paniquent. C'est la chose la plus folle que j'ai jamais entendue, dit le capitaine. Probablement, convint Edwin. Mais c'est aussi le seul plan que nous ayons, monsieur. Et j'ai tué 14 soldats japonais au cours du mois dernier en utilisant cette arme. Ils ne m'ont jamais entendu venir. Pierce resta silencieux pendant un long moment. « C'était à vos victimes ?»« Non, monsieur, j'ai essayé. »« Monsieur !» La mâchoire de Pierce se serra. Il regarda ses officiers d'état-major qui trouvèrent soudainement leurs bottes très intéressantes. Puis il regarda Edwin. « Si j'autorise cela, vous comprenez que vous allez probablement mourir. Vous serez seul derrière les lignes ennemies, sans soutien et sans plan d'extraction. »« Oui, monsieur. Pourquoi ?» Edwin pensa à Jensen mourant dans ses bras, au capitaine Morrison explosé, à Hayes, qui avait été un salaud mais n'avait pas mérité d'avoir son visage arraché, à tous les autres qui étaient morts parce que l'armée américaine perdait une guerre qu'elle aurait dû gagner contre un ennemi qui avait mieux compris la jungle, parce que quelqu'un doit les arrêter, monsieur. Pierce le fixa pendant un autre long moment, puis il hocha la tête. « Très bien, soldat Macaulay, vous avez l'autorisation. Nous retiendrons l'évacuation jusqu'à 0600 demain. Si vous n'êtes pas de retour d'ici là, nous partirons sans vous. » Edwin salua et partit avant que quiconque ne puisse changer d'avis ou demander des détails qu'il n'avait pas. Il passa les 2 heures suivantes à se préparer. Il nettoya la sarbacane méticuleusement, vérifiant le tube pour toute obstruction. Il inspecta chacune des 6 fléchettes restantes, testant leur poids, leur équilibre, leur revêtement de venin séché. Il mangua un repas complet de ses rations.
du hachis de bœuf en conserve qui avait le goût de carton salé, mais les calories étaient des calories. Il but autant d'eau que son estomac pouvait contenir. Il enregistra tout sur son corps qui pourrait cliqueter ou refléter la lumière. Il couvrit son visage et ses mains de boue pour briser sa silhouette. Il devint, autant que possible, non pas un homme, mais un morceau de la jungle elle-même. À 3 heures du matin, le 9 février 1944, Edwin Macaulay se glissa à travers le périmètre américain et disparut dans l'obscurité. Derrière lui, le colonel Pierce se tenait à regarder avec des jumelles qu'il ne pourrait pas utiliser avant l'aube. Pierce ne répondit pas. Il priait pour la première fois depuis 1918, demandant à un dieu dont il n'était pas sûr qu'il croyait de protéger un soldat armé de bambou et de poison parce que ce soldat était le seul espoir qui leur restait. Alors la jungle la nuit était vivante, de manière que la lumière du jour ne révélait jamais. Chaque son avait une signification. Chaque silence était un message. Edwin se déplaçait à travers elle comme de l'eau, chaque pas placé délibérément, le poids transféré progressivement, ne dérangeant jamais le tapis de feuilles plus que le vent ne le ferait. Sa cheville blessée hurlait à chaque pas, mais il avait appris à séparer la douleur de la performance. La douleur n'était qu'une information. Elle n'avait pas à vous arrêter, à moins que vous ne la laissiez faire. Le ravin qui menait à la crête était une route d'infiltration naturelle, aux côtés escarpés, épais de végétation, invisible d'en haut. Les Japonais auraient bien dû poster des sentinelles, mais leur doctrine plaçait ces sentinelles au point d'étranglement et aux approches évidentes. Le ravin n'était ni l'un ni l'autre. Il était inconfortable, difficile, et nécessitait de se déplacer à travers 3 pieds de boue et d'eau stagnante qui puaient la pourriture et les produits chimiques. Parfait. Edwin passa 40 minutes à couvrir 300 yards, non pas parce qu'il était lent, mais parce qu'il s'arrêtait tous les 10 pieds pour écouter. L'image acoustique de la crête se construisait dans son esprit comme une carte. Là, une toux. Mâle japonais. Probablement un fumeur d'après l'oral. 60 yards en haut de la pente. Nord-ouest là. Bruit d'équipement, métal sur métal. Peut-être un fusil déplacé. 80 yards. Plein nord là. Conversation chuchotée. Trop calme pour distinguer les mots, mais la cadence était fausse pour l'anglais américain. 100 yards nord-est, probablement la position de mitrailleuse qui couvrait l'approche sud. Le venin de cône marin fonctionnait grâce à une combinaison de neurotoxines qui bloquait les impulsions nerveuses, frappait un homme au cou ou au torse. Et la paralysie se répandrait du site d'injection en 20 à 30 secondes. D'abord, les membres deviendraient engourdis. Ensuite, la respiration échouerait. Ensuite, l'arrêt cardiaque. La mort venait en moins de 2 minutes et elle était complètement silencieuse. Pas de cris, pas de débattement, juste un effondrement progressif qui ressemblait à quelqu'un qui s'endormait assis. Edwin trouva la première sentinelle à 4 heures du matin, un soldat japonais, peut-être 19 ans, assis le dos contre un arbre, fumant une cigarette malgré les ordres, qui disaient probablement le contraire. La lueur orange était un phare dans l'obscurité. Edwin s'approcha contre le vent, se déplaçant de 6 pouces à la fois, prenant 3 minutes complètes pour couvrir les derniers 20 pieds. La sentinelle était concentrée sur la vallée en contrebas, surveillant une attaque américaine qui ne venait pas. Il ne regarda jamais derrière lui. Edwin assembla la sarbacane par étapes. Glisser la fléchette dans le tube creux, pointe empoisonnée vers l'avant. Porter l'arme à ses lèvres, viser par instinct. Les viser sur une sarbacane était inutile dans l'obscurité de toute façon. Attendre que la sentinelle prenne une autre bouffée de sa cigarette. Attendre qu'il expire. Attendre cette fraction de seconde où son corps était le plus détendu. Puis souffler. La fléchette traversa 22 pieds et prit la sentinelle sur le côté du cou juste au-dessus de la clavicule. L'homme tressaillit légèrement, tendit la main pour frapper ce qu'il pensait être un insecte, trouva la fléchette à la place. Il la retira, la regarda, confus dans la lueur faible de sa cigarette. Puis son bras tomba. La cigarette tomba de ses lèvres. Sa tête s'affaissa vers l'avant. Edwin attendit 5 minutes complètes, surveillant toute réaction, toute alarme. Rien. Les sons de la jungle continuèrent inchangés. Il avança, vérifia le putsch de la sentinelle, mort comme prévu, et prit la position de l'homme pour inspecter l'étape suivante. La position de mitrailleuse était la cible prioritaire.
Il était installé derrière un tronc d'arbre tombé avec un bon champ de tir couvrant la pente sud. 2 mitrailleurs, plus un porteur de munitions qui dormait actuellement. Edwin pouvait les voir à 40 yards. Des silhouettes contre le ciel légèrement plus clair à l'est. L'aube arrivait dans environ 1 heure. Il devait travailler plus vite. Il fit un large cercle, s'approchant depuis leur flanc où le tronc tombé bloquerait leur vue de lui. Le porteur de munitions, endormi, était le plus proche. Edwin planta une fléchette dans la tempe de l'homme à 15 pieds de distance. Un tir absurdement facile selon ses standards. L'homme tressaillit une fois et resta immobile. Aucun des mitrailleurs ne remarqua. Ils étaient concentrés sur leur secteur, professionnels et disciplinés. Le deuxième mitrailleur visait le long du canon de la mitrailleuse lourde de type 92, effectuant des ajustements mineurs à sa position. Edwin attendit jusqu'à ce que l'homme recule, satisfait de son travail, et se retourne pour réveiller le porteur de munitions pour un changement de quart. La fléchette le prit dans la gorge. Il émit un petit son d'étouffement, chancela et tomba contre le tronc. Le premier mitrailleur se retourna finalement. Tanaka, quoi ? La dernière fléchette d'Edwin le frappa dans la poitrine, juste au-dessus du cœur. L'homme regarda le bambou qui dépassait comme si c'était la chose la plus déroutante qu'il ait jamais vue. Puis il s'assit lourdement, cligna des yeux 2 fois et mourut. 3 morts, 3 fléchettes restantes. Au moins 40 autres soldats japonais sur cette crête. La plupart d'entre eux commençaient à se réveiller. Une mitrailleuse de 7 mm, refroidie par air, avec 3 boîtes de munitions totalisant peut-être 800 cartouches. Il envisagea d'essayer de la retourner contre son propre camp, mais il n'avait jamais été formé aux armes japonaises, et ne se faisait pas confiance pour ne pas l'enrayer à un moment critique. Mieux valait la désactiver. Il utilisa son couteau pour couper la bande d'alimentation, disperser les munitions et tordre le canon contre le tronc, utilisant tout le poids de son corps. Le métal grinça légèrement, mais tint. L'arme était inutile maintenant. Le matin. Encore sombre, mais le ciel à l'est commençait à grisonner. Il lui restait peut-être 30 minutes de vraie obscurité. Il était temps de devenir créatif. Le grand-père d'Edwin lui avait une fois raconté une histoire sur la chasse au buffle d'eau. « Tu n'as pas besoin de tuer tout le troupeau », avait dit Matteo. « Tu as juste besoin de les faire paniquer, faire courir un dans la peur. Les autres suivent. » Les Japonais n'étaient pas des buffles d'eau, mais le principe tenait. La confusion était aussi efficace que les pertes, peut-être plus. Edwin passa les 16 minutes suivantes à faire quelque chose qui lui aurait valu une cour martiale si quelqu'un avait regardé. Il ne chercha pas les sentinelles ou les gardes. Il chercha l'équipement, des fusils empilés contre des arbres. Il dispersa les verrous dans les broussailles, des munitions de mortier. Il fit rouler les obus en bas de la pente jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans l'obscurité. Équipement radio. Il coupa chaque câble d'antenne qu'il put trouver, provisions de nourriture et d'eau. Il l'urina dans les bidons d'eau et dispersa les rations. Caisse de grenades. Il retira les goupilles de 4 grenades, les replaça doucement dans la caisse pour qu'elles explosent au moment où quelqu'un la bougerait. Il garda ses 3 dernières fléchettes pour les officiers. La culture militaire japonaise était rigidement hiérarchique. Tuer les officiers, et les hommes de troupe hésiteraient, attendant des ordres qui ne viendraient jamais. Il trouva un abri qui devait être un poste de commandement, des cartes visibles dans la faible lumière d'une lanterne à capuchon. 2 officiers penchés dessus en conversation. La première fléchette prit l'officier supérieur dans la nuque. L'homme émit un petit grognement, tendit la main derrière lui, puis bascula en avant sur la table des cartes. Le deuxième officier leva les yeux avec alarme, commença à crier. La deuxième fléchette d'Edwin le frappa dans la bouche ouverte. Il s'étouffa, toussa, tomba de côté de sa chaise. Une fléchette restante. Edwin la mit dans sa poche et se déplaça vers l'entrée de l'abri. À l'intérieur, il trouva ce qu'il cherchait, les cartes. Position tactique japonaise, estimation de la force des unités, calendrier d'approvisionnement. Il ne pouvait pas lire les caractères, mais les symboles étaient assez universels. Il roula la carte la plus importante et la fourra à l'intérieur de sa chemise. Puis il fit quelque chose qui susciterait des légendes. Il sortit un morceau de papier et un bout de crayon qu'il portait. En anglais approximatif mais lisible, il écrivit « Vous êtes encerclés. Nous savons où vous êtes tous. Vos officiers sont morts. Vos armes sont sabotées. Rendez-vous avant l'aube ou mourrez. Vous avez 30 minutes. » Il laissa la note sur la table des cartes, lestée avec le pistolet de l'officier supérieur.
Puis il prit le téléphone de campagne, le manivela 2 fois et attendit que quelqu'un réponde d'une autre position sur la crête. Une voix, japonaise, interrogative. Edwin ne parla pas. Il tint simplement le récepteur près de la table des cartes, où les 2 officiers morts étaient visibles dans la lumière de la lanterne, et laissa celui qui était à l'autre bout entendre le silence. La respiration saccadée d'hommes mourants, l'absence de commandement. Puis il posa doucement le récepteur et disparut dans la jungle. Le matin, le piège à grenades détonna. Edwin était à 200 yards à ce moment-là, se frayant un chemin le long de la ligne de crête vers une deuxième position de mitrailleuse. L'explosion résonna à travers la vallée. 4 grenades explosant simultanément, le son amplifié par le calme précédant l'aube. Des cris éclatèrent immédiatement. Des voix japonaises appelant, demandant un état, des pertes, des ordres. Aucun ordre ne vint. Les officiers étaient morts. Edwin utilisa la confusion pour se déplacer plus rapidement. Les Japonais seraient maintenant concentrés vers l'intérieur, essayant de comprendre ce qui se passait dans leur propre périmètre. Il atteignit la 2e position de mitrailleuse. Un autre type 92, équipage différent, et les trouva alertes mais confus, regardant vers le son de l'explosion, au lieu de surveiller leur secteur. 3 hommes, 3 cibles. Il lui restait une fléchette. La sarbacane était maintenant inutile, à des fins pratiques. Mais Matteo lui avait aussi enseigné une autre compétence, quelque chose d'encore plus ancien que la sarbacane, quelque chose que les humains faisaient depuis avant le langage écrit. Edwin ramassa une pierre, la mesura soigneusement dans sa paume, environ 4 onces, assez lisse pour lancer proprement, assez lourde pour tuer. Le mitrailleur le plus proche était à 18 pieds. Son dos tournait, essayant d'obtenir des informations sur un téléphone de campagne. Edwin lança, la pierre attrapa l'homme juste derrière l'oreille avec un son comme un marteau frappant une pastèque. Il tomba sans un bruit. Le deuxième mitrailleur se retourna, vit Edwin, commença à lever son fusil. Edwin bougeait déjà, couvrant la distance en 3 longues enjambées, son couteau sortit. La lame prit l'homme dans la gorge avant qu'il ne puisse crier. Du sang chaud éclaboussa le visage d'Edwin. Le 3e homme, le porteur de munitions, recula en trébuchant, essayant de lever son fusil. Edwin écarta l'arme d'un coup de pied et enfonça son couteau dans la poitrine de l'homme, incliné vers le haut, sous la cage thoracique, dans le cœur. L'homme mourut avec ses yeux verrouillés sur le visage d'Edwin, une question se formant qui ne serait jamais posée. 502. Le ciel était définitivement plus clair maintenant. Edwin pouvait voir clairement ses propres mains. Le temps s'épuisait. Il désactiva la 2e mitrailleuse, coupa les bandes de munitions, dispersa les pièces. La position défensive japonaise s'effondrait. Pas d'officier, pas de mitrailleuse, pas de communication, provisions sabotées, et un ennemi inconnu quelque part au milieu d'eux qui tuait sans faire de bruit. Edwin trouva un bon point d'observation, un arbre tombé sur le bord sud de la crête qui lui donnait une vue claire des positions japonaises. Il s'installa pour attendre et observer. Le soleil commençait juste à briser l'horizon quand la panique commença vraiment. Un caporal japonais, probablement l'homme de troupes supérieures restant, essayait d'organiser un comptage. Les hommes signalaient du matériel manquant, des officiers manquants, des sentinelles mortes. Le caporal criait, essayant d'établir l'ordre quand quelqu'un trouva la note dans l'abri de commandement. Edwin était trop loin pour entendre les mots exacts, mais il vit la note circuler. Vit les visages des hommes changer de confusion à peur. Puis quelqu'un tira un coup de feu. Edwin ne vit pas sur quoi il tirait. Peut-être une ombre, peut-être rien. Mais le coup déclencha une cascade. Plus de tirs. Des soldats japonais tirant sur des mouvements dans les broussailles, sur des formes dans les arbres, les uns sur les autres dans certains cas. Des hommes criaient des ordres en japonais. Quelqu'un lança une fusée éclairante. Dans la dure lumière de magnésium, Edwin pouvait voir la désintégration complète de la cohésion de l'unité. Les soldats rompaient leur position, couraient, certains descendant la pente dans la vallée, d'autres se dirigeant vers l'est le long de la crête, n'importe où pour échapper à l'ennemi invisible qui avait infiltré leur défense. Quelques-uns essayèrent de tenir position. Un sergent avait rassemblé peut-être 12 hommes près de l'abri de commandement original, formant un périmètre défensif, mais ils étaient isolés maintenant, coupés du reste de leur unité sans idée d'où venait l'attaque ou combien d'attaquants il y avait. Le sergent continuait à regarder la carte qu'Edwin avait laissée derrière, la note écrite en anglais,
essayant probablement de calculer combien d'Américains il faudrait pour faire autant de dégâts. Edwin aurait pu lui dire un Philippin épuisé avec du bambou et du poison et une vie de compétences que personne ne respectait jusqu'à ce qu'ils en aient besoin. Mais dire aurait nécessité de se rapprocher, et il avait déjà poussé sa chance plus loin que la raison ne le permettait. À 5h38, l'artillerie américaine commença à tomber sur la crête. Le colonel Pierce, observant depuis la vallée, avec des jumelles de plus en plus pleines d'espoir, avait vu le chaos éclater et saisi l'opportunité. La première salve tomba court, mais les observateurs avancés ajustèrent rapidement. En quelques minutes, des obus explosifs marchaient à travers les positions japonaises, ajoutant la destruction conventionnelle à la guerre psychologique qu'Edwin avait déchaînée. Les forces japonaises restantes se brisèrent complètement. Même le périmètre défensif des soldats se dissout, les hommes se dispersant dans la jungle alors que l'artillerie trouvait leur portée. Certains parviendraient aux lignes japonaises, la plupart ne le feraient donc pas. La crête appartenait à nouveau aux Américains, achetée non pas avec un assaut frontal coûteux, mais avec 6 fléchettes de bambou, une poignée de sabotage et une note non signée qui avait convaincu toute une compagnie qu'ils étaient encerclés par un bataillon. Edwin attendit jusqu'à ce que l'artillerie s'arrête, puis se fraya prudemment un chemin de retour dans le ravin. Sa cheville était une agonie maintenant, enflée au double de sa taille normale. Ses mains étaient doigtées couvertes de sang séché, une partie le sien provenant de coupures et d'éraflures, la plupart des soldats japonais qu'il avait tués de près. Son uniforme était déchiré et sale, il avait l'air terrible, il se sentait pire. Mais il était vivant, et la crête était prise, et Jensen et Morrison et Hayes et tous les autres pouvaient désormais se reposer un peu plus facilement. Sachant que leur mort n'avait pas été pour rien, il trébucha dans le périmètre américain, 22 minutes avant que le colonel Pierce n'ait ordonné l'évacuation. 2 sentinelles faillirent, lui tirer dessus avant de reconnaître le mot de passe qu'il croissa. Ils le portèrent à moitié jusqu'à l'abri de commandement où Pierce et son état-major écoutaient des rapports radiodéclaireurs se déplaçant sur la crête. « Soldat Macaulay se présente, monsieur », dit Edwin, parvenant à une vague approximation d'un salut avant que ses jambes ne cèdent. Pierce le rattrapa avant qu'il ne touche le sol. « Fils de pute », dit doucement le colonel. « Oui, monsieur, j'ai leur carte, monsieur. » Edwin sortit la carte roulée de l'intérieur de sa chemise et l'attendit. Pierce la déroula sur son bureau de campagne, et même Edwin, qui ne pouvait pas lire le japonais, pouvait voir la valeur. Position des unités, ligne d'approvisionnement, plan défensif pour la phase suivante de leur offensive. Le renseignement militaire aurait échangé une compagnie d'hommes pour des informations aussi bonnes. « Combien ?» demanda Pierce. Edwin dut y réfléchir. 9 avec des fléchettes, 3 avec couteau et pierre. Peut-être plus morts dans la confusion, quand ils ont paniqué, et avec leur peur, monsieur. Ils s'attendaient à une attaque de nombreux soldats. Quand des choses impossibles se sont produites à la place, ils ont supposé le pire. Le capitaine sceptique de la nuit précédente fixait Edwin avec quelque chose qui s'approchait de l'émerveillement religieux. « Je vous ai donné mort dans l'heure, » dit-il. J'avais tort. Pierce posa la sarbacane soigneusement comme si elle était faite de verre au lieu de bambou. « Soldat Macaulay, je vous recommande pour l'étoile d'argent, possiblement la croix de service distinguée. Ce que vous avez fait ce soir, ce que vous avez accompli avec des armes improvisées et des tactiques que personne d'autre n'a même considérées, cela a sauvé toute cette position, possiblement sauvé 1000 vies américaines. » Edwin hocha la tête, bien qu'il ait du mal à se concentrer. L'épuisement le rattrapait maintenant que l'adrénaline s'estompait. « Permission de dormir, monsieur ?» Pierce rit, bien que cela ressemblât plus à un sanglot. « Accordéa, fils. »« Bon sang, vous avez gagné 1 mois de sommeil. Amenez-le à l'hôpital, » ordonna-t-il au brancardier le plus proche, « et que quelqu'un trouve ce sergent Jiling qui a jeté son arme. »« Le sergent Jiling est mort dans les combats il y a 3 jours, monsieur. » Mais le message se répandrait quand même. L'histoire devenait déjà légende, racontée et re-racontée, et embellie avec la répétition. Le Philippin fou avec la sarbacane qui avait pris une crête tout seul. Le soldat que tout le monde se moquait jusqu'à ce qu'il les sauve tous. L'arme ancienne qui avait battu la guerre moderne par pure audace. Edwin passa 3 semaines à l'hôpital se remettant de l'épuisement, de sa cheville blessée et d'un léger cas de malaria qu'il ignorait depuis 2 semaines.
Au moment où il retourna à ce qui restait de son peloton, il était célèbre. Des hommes qu'il n'avait jamais rencontrés voulaient lui serrer la main. Les officiers voulaient qu'il les informe sur ses tactiques. Le commandant du régiment voulait savoir si la technique pouvait être enseignée à d'autres. « Non, monsieur, dit Edwin honnêtement. Vous devez grandir dans la jungle. Vous devez apprendre les sons, les schémas, comment tout se connecte. Cela prend une vie entière. Et vous avez besoin des bonnes armes, du bon poison. Je peux enseigner à quelqu'un comment utiliser une sarbacane. Peut-être. » Ils lui donnèrent l'étoile d'argent lors d'une cérémonie sur la plage à Torokina. Le colonel Pierce l'épingla sur sa poitrine pendant qu'un photographe du corps des transmissions de l'armée prenait des photos pour les journaux à la maison. La citation disait « Pour bravoure dans une action contre un ennemi armé, le soldat malay, agissant de sa propre initiative et faisant preuve d'un courage extraordinaire, a mené une opération d'infiltration et de sabotage en solo, qui a abouti à la capture d'un terrain stratégique et à la neutralisation d'une compagnie ennemie. Ces actions ont démontré les plus hautes traditions du service militaire. » Ce qu'elle ne disait pas, c'est que l'établissement militaire américain passa les 6 mois suivants à essayer de comprendre comment un homme avec du bambou et du poison avait accompli quelque chose que toute leur doctrine tactique disait impossible. Ils firent venir des experts de l'OSS, firent démontrer la sarbacane à Edwin pour des films d'entraînement, essayèrent même de développer une version moderne utilisant des tubes métalliques et des fléchettes chimiques. Tout cela passait à côté du point. La sarbacane n'était qu'un outil. La vraie arme était Edwin lui-même, la somme totale des compétences et des connaissances qui avaient été rejetées comme primitives jusqu'au moment où elles devinrent essentielles. Les Japonais n'ont jamais compris ce qui s'était passé sur cette crête. Leurs rapports d'action ultérieure capturés plus tard dans la guerre attribuèrent le désastre à une opération d'infiltration américaine à grande échelle, impliquant peut-être des éclaireurs indigènes ou des guérilleros philippins. L'idée qu'un seul homme avait tout fait ne correspondait tout simplement pas à leur compréhension du fonctionnement de la guerre. Ils resserrèrent leur discipline, augmentèrent leur patrouille, modifièrent leur protocole de communication. Tout cela aida les forces alliées, car les ennemis prévisibles sont plus faciles à vaincre que ceux qui s'adaptent. Edwin combattit pendant le reste de la campagne de Bougainville, puis fut expédié aux Philippines pour la libération de Luzon. À ce moment-là, il avait été promu caporal, reçu son propre peloton de fusiliers et acquis une réputation de quelqu'un qui pouvait faire l'impossible. Il n'utilisa plus jamais le sumpit au combat. N'en avait pas besoin. Les Japonais avaient appris à craindre la jungle nocturne d'une manière qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Les forces américaines avaient appris à respecter l'innovation plutôt que la doctrine. Et Edwin avait appris que Serzefeld ne consistait pas à avoir la technologie la plus récente ou les plus gros canons. Il s'agissait de comprendre votre environnement mieux que votre ennemi et d'être prêt à utiliser n'importe quel outil qui fonctionnait, peu importe à quel point il semblait ancien ou ridicule. La guerre se termina en août 1945. Edwin était à Manille lorsque la reddition fut annoncée, se tenant dans les ruines de la ville où il avait essayé de s'enrôler dans la résistance philippine 3 ans plus tôt. Il pensa à son grand-père, qui avait survécu à 3 guerres différentes en sachant quand combattre et comment disparaître. Il pensa à Jensen, qui était mort jeune et effrayé dans la boue de la jungle. Il pensa au capitaine Morrison et au sergent Hayes et au lieutenant Barlow et à tous les autres qui avaient été courageux et qualifiés et professionnels et morts. Il rentra chez lui à Mindanao après sa démobilisation, retourna au village de pêcheurs où il était né. La guerre avait déchiré les Philippines comme un typhon, laissant destruction et famine dans son sillage. Mais le village était toujours là, et quelques-uns des anciens se souvenaient de lui. Ils posèrent des questions sur l'Amérique, sur les combats, sur ce que c'était d'être un soldat. Edwin leur raconta certaines choses. Pas tout. Certaines expériences ne se traduisaient pas en mots, mais il leur montra la Silver Star. Et il leur parla de la crête, de la façon dont les compétences que son grand-père lui avait enseignées, les compétences que tout le monde disait inutiles dans le monde moderne, avaient sauvé des centaines de vies américaines. Une vieille femme qui avait été amie avec sa mère dit que Matteo serait fier. Edwin n'en était pas sûr. Le monde changeait trop vite, devenait trop moderne, trop technologique. Dans 20 ans,
peut-être 50, il n'y aurait plus personne qui saurait comment fabriquer un sump ou récolter des escargots à cône, ou lire le silence dans une jungle la nuit. Les compétences anciennes mourraient, avec les derniers praticiens, remplacés par des machines et des ordinateurs et des armes qui pouvaient tuer à 1000 miles de distance. Mais peut-être que c'était acceptable. Peut-être que chaque époque avait besoin de ses propres armes, de ses propres compétences, de ses propres légendes. Et peut-être, juste peut-être, qu'il y aurait toujours une place pour le soldat sous-estimé qui se souvenait de quelque chose que tout le monde d'autre avait oublié et l'utilisait pour changer le cours de l'histoire. Edwin Macaulay vécut pour voir le monde moderne arriver dans son village. La télévision, les téléphones, les routes, les écoles. Il épousa une enseignante de Davao, eut 3 enfants qui allèrent à l'université et devinrent médecins et ingénieurs. Il ouvrit une petite boutique vendant du matériel de pêche et ne parla jamais beaucoup de la guerre à moins que quelqu'un ne demande directement. Et même dans ce cas, il gardait les choses simples. Le sump était accroché à son mur, le même qu'il avait transporté à travers les îles Salomon et les Philippines. Les touristes demandaient parfois à son sujet et il leur disait que c'était un outil de chasse de l'époque de son grand-père. Seuls les vétérans qui avaient servi dans le Pacifique le reconnaissaient pour ce qu'il était. Un système d'armes qui avait tué plus de soldats ennemis par tir que la plupart des fusils ne le feraient jamais. Le colonel Pierce resta en contact au fil des années, envoyant des lettres à Noël, tenant Edwin informé des autres qui avaient survécu. La plupart étaient rentrés chez eux et avaient essayé d'oublier. Certains ne pouvaient pas. Pierce lui-même prit sa retraite en tant que général de brigade et écrivit un mémoire qui consacra un chapitre entier aux événements sur la crête nord de Bougainville, bien qu'il ait changé le nom d'Edwin pour protéger sa vie privée. Le mémoire s'intitulait « Guerrier non conventionnel » et il défendait un argument simple. L'innovation militaire ne vient pas des laboratoires de recherche ou des comités de planification stratégique. Elle vient de soldats désespérés, à la pointe du combat qui s'adaptent, improvisent et survivent en utilisant tous les outils et connaissances qu'ils possèdent. La doctrine est utile jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. La technologie est puissante jusqu'à ce qu'elle échoue. Mais l'ingéniosité humaine, la connaissance culturelle et la volonté d'essayer quelque chose que tout le monde considère comme impossible, ces avantages ne deviennent jamais obsolètes. En 1998, au 54e anniversaire de l'opération de la Crête, l'armée invita Edwin à une cérémonie à San Francisco. Il l'avait localisé grâce aux mémoires de Pierce et voulait l'honorer publiquement, maintenant que les détails tactiques avaient été déclassifiés. Edwin avait 75 ans à ce moment-là, un veuf avec des petits-enfants, et il n'avait jamais été particulièrement intéressé par la célébrité. Mais il y alla, en partie par respect pour les hommes qui étaient morts, en partie parce que ses enfants insistèrent. Ils lui donnèrent une autre médaille, la croix de service distinguée, cette fois améliorée depuis la Silver Star après un examen des archives historiques. Un général 4 étoiles, qui était né l'année où Edwin avait infiltré la Crète, fit un discours sur le courage et l'innovation. Ils montrèrent les images du film d'entraînement de 1944. Images granuleuses, en noir et blanc, d'un jeune Edwin démontrant la fosse à Sump pour des officiers sceptiques. Quelqu'un avait trouvé des rapports de bataille japonais qui estimaient qu'ils avaient été attaqués par au moins 200 hommes cette nuit-là. Le public rit. Edwin ne rit pas. Il se souvenait d'être seul dans cette obscurité trop clairement pour rire. Après la cérémonie, une jeune lieutenant l'approcha. Elle était philippino-américaine, 3e génération, étudiant l'histoire militaire à West Point. « Monsieur, dit-elle, j'écris ma thèse sur les tactiques non conventionnelles dans le théâtre du Pacifique. » Edwin la regarda attentivement. Elle était jeune, sérieuse, pleine de questions sur une guerre qu'elle n'avait lue que dans des manuels. Il pensa à ce qu'il pourrait lui dire, sur la peur et l'épuisement et la douleur, sur le fait de voir des amis mourir, sur le fait de tuer des hommes de près, assez près pour voir leur visage et porter ces visages avec soi pour le reste de sa vie. Sur le poids d'une arme qui ne pesait rien mais semblait peser comme le monde sur ses épaules. « Oui, dit-il finalement. Je vais vous parler, mais vous devez d'abord comprendre quelque chose. L'arme n'était pas ce qui comptait. Les tactiques n'étaient pas ce qui comptait. Ce qui comptait, c'est que je savais quelque chose que personne d'autre ne savait, et j'étais prêt à l'utiliser même si tout le monde disait que c'était stupide. C'est la leçon.
pas le bambou ou le poison ou les rôderies dans l'obscurité. La leçon est celle-ci. Ne laissez jamais personne vous dire que ce que vous savez est sans valeur. Un jour, quelque part, cette connaissance sauvera votre vie. Le lieutenant hocha la tête, écrivant rapidement dans son carnet. Elle continuerait à écrire une thèse qui remporta de multiples prix et finit par s'étendre en un livre intitulé « Le dernier des guerriers anciens ». Il deviendrait une lecture obligatoire dans plusieurs armées, non pas parce qu'il glorifiait la guerre, mais parce qu'il examinait comment l'innovation individuelle pouvait surmonter l'inertie institutionnelle. Mais c'était encore dans le futur. À ce moment-là, lors de la cérémonie à San Francisco, Edwin n'était qu'un vieil homme tenant une médaille qu'il n'était pas sûr de mériter, entouré de gens qui voulaient faire de lui un symbole alors qu'il n'avait jamais été qu'un soldat effrayé essayant de survivre. Il sourit légèrement, regardant tous les jeunes visages dans la pièce. La plupart d'entre eux n'avaient jamais vu de combat. Ils étudiaient la guerre à distance dans des salles de classe et des simulations où la mort était théorique et l'héroïsme était un point dans une présentation PowerPoint. « Personne ne s'est plus jamais moqué de moi », dit doucement Edwin, répondant à une question que personne n'avait posée. Mais ce n'était pas la victoire. La victoire était que j'ai survécu, que mes amis ne sont pas morts en vain. Il vécut encore 6 ans après cette cérémonie, mourant paisiblement dans son sommeil en 2004 à l'âge de 81 ans. Ses enfants dispersèrent ses cendres dans la mer de Bismarck, non loin de l'endroit où il avait récolté les escargots à cône qui avaient sauvé un bataillon américain 60 ans plus tôt. La fosse à Somme fut donnée au Smithsonian, où elle se trouve dans une vitrine à climat contrôlé avec une plaque qui lit sarbacane bambou et sève d'arbre utilisée par le CPL Edwin Macaulay, USAF Bougainville, 1944. Un exemple de technologie indigène adaptée à la guerre moderne. Les touristes passent devant chaque jour, la plupart ne s'arrêtent pas. Elle semble primitive, grossière, peu impressionnante à côté des avions de chasse et des pièces d'artillerie et des armes nucléaires qui dominent la collection du musée. Mais les vétérans s'arrêtent. Ils lisent la plaque attentivement, ils comprennent ce que ce simple tube de bambou représente. Pas la technologie ancienne ou les armes primitives, mais l'ingéniosité humaine à son meilleur. Le genre d'innovation qui se produit lorsque la formation échoue, la doctrine s'effondre, et la survie dépend de se souvenir de quelque chose que le monde moderne a oublié. Son arme était ancienne, sa technique était improvisée. Sa méthode était interdite par les normes militaires modernes. Les armes empoisonnées violant les conventions de Genève, bien que personne ne les poursuivit parce que personne ne savait officiellement ce qu'il avait fait jusqu'à des décennies après la guerre. Mais sa légende est éternelle. Dans les jungles de Bougainville, où le sol volcanique donne encore parfois des armes rouillées et des os blanchis, les habitants racontent des histoires sur le soldat fantôme qui tuait sans bruit, qui brisa toute une compagnie japonaise avec 6 fléchettes de bambou et de l'audace pure. Ils l'appellent par différents noms dans différentes langues. Dans les histoires japonaises, il est le Kumo, l'araignée, le tueur silencieux qui apparaissait dans la nuit et disparaissait avant l'aube. Dans les livres de l'Académie militaire américaine, il est le CPL Macaulay, récipiendaire de la croix de service distinguée, un exemple de guerre non conventionnelle bien faite. Dans la tradition orale philippine préservée dans des villages comme celui où il était né. Il est simplement Angmanma, le guerrier qui se souvenait des anciennes méthodes quand tout le monde, d'autres avaient oublié. Mais pour Edwin Macaulay lui-même dans ses derniers moments, avant qu'il ne ferme les yeux, pour la dernière fois entouré d'enfants et de petits-enfants qui ne connaîtraient jamais la guerre comme il l'avait connue. Il n'était qu'un garçon effrayé de Mindanao, qui avait appris à chasser de son grand-père et refusait de mourir dans une jungle de l'autre côté du monde. Le bambou survécut, le poison tua, la légende grandit, et quelque part dans les archives classifiées du Pentagone, soit dans un dossier marqué « tactique non conventionnelle, étude de cas historiques », il y a un document de formation qui commence par une directive simple. Ne rejetez jamais les connaissances indigènes comme primitives. Ce qui fonctionne, fonctionne. Adaptez-vous ou mourrez. Personne ne s'est plus jamais moqué de lui, parce que l'arme n'était pas le bambou. C'était l'homme qui savait comment l'utiliser. Et ce genre d'arme forgée par la survie et testée par le désespoir ne devient jamais obsolète. Elle attend juste la prochaine situation impossible, le prochain soldat sous-estimé, le prochain moment où tout ce que l'humanité a oublié devient soudainement la seule chose qui compte.
La jungle se souvenait, et Edwin Molly s'est assuré que le monde n'oublierait jamais.